il lui a dit, écoute, moi, ce que je veux savoir, c'est où sera l'heure de la prière. Il a dit, oh, ben, écoute, tu te débrouilles. C'est-à-dire qu'en gros, on a un traité de gnomonique, qui est un traité qui n'a plus aucun intérêt pratique, qui n'a plus que l'intérêt de la recherche. La recherche théorique progresse donc en même temps que s'accroît la durée et l'échelle des observations. Le problème de la visibilité du croissant lunaire le soir du 29e ou du 30e jour va provoquer un sérieux ébranlement dans la perfection du modèle de Ptolémée. C'est le problème le plus compliqué de l'astronomie ancienne, car un nombre incroyable de paramètres rentre en jeu. En suivant à la lettre le modèle de Ptolémée, on devrait observer une variation du diamètre de la Lune. Or, bien sûr, les Arabes savaient à l'époque que c'était faux grâce à leurs observations. En étudiant cette question, les Arabes s'aperçoivent donc que le modèle de Ptolémée ne marche pas. Un savant exceptionnel illustre le plus brillamment cette époque de synthèse entre les savoirs grecs et les nouveaux matériaux expérimentaux et théoriques des Arabes. Al-Biruni, qui a vécu au XIe siècle. Maîtrisant le persan, l'arabe et le sanskrit, il est l'auteur de 180 ouvrages, dont 35 en astronomie pure. Dans son Kanum al-Mazoudi, il réunit dans le cadre théorique fixé par Ptolémée toutes les données grecques, persanes, indiennes et arabes connues, qu'il ordonne, mathématise et reformule. Mais alors, dans un autre coin, ça c'était le Caire, autour du première moitié du XIe siècle, vous avez Ibn Haytham, qui est mort après 1040 à peu près. Hein, bon. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'Ibn Haytham, lui, n'était pas un observateur. Mais c'était quelqu'un qui avait un mathématicien exceptionnel, un physicien exceptionnel, et qui prend simplement les travaux d'astronomie qui ont été faits jusque-là, et il fait un petit traité qui s'appelle les doutes sur Ptolémée. Et il reprend Ptolémée en fonction de tous les travaux antérieurs, sur les 2 siècles précédents, en langue arabe. Et il voit que Ptolémée ne tient plus. Et effectivement, il donne toutes les incohérences de cette géométrie de l'univers de chez Ptolémée, parce qu'il montre que tout ce système de cercles était incohérent, parce qu'étant donné les mouvements qui doivent exister dans le ciel, on ne peut pas arriver à inclure dans des corps concrets les mouvements imaginés par Ptolémée. Le système de Ptolémée se fissure, mais reste toujours irremplaçable. Il faut des trésors d'ingéniosité mathématique pour continuer de le faire marcher. Au XIIe siècle, plusieurs savants, dont Averroès en Espagne musulmane, mettent l'accent sur les contradictions du système ptoléméen pour en proposer une formulation nouvelle. C'est vers le milieu XIIIe qu'il y a un observatoire qui est créé dans la Marara, disons que c'est le nord-ouest de l'Iran actuel. Et c'est un observatoire qui a été créé explicitement pour arriver à trouver des modèles géométriques qui étaient autres. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est Nasir ad-Din Tousi, qui lui est mort en 1274, c'était le maître d'œuvre de l'observatoire. Alors, il fait un premier traité qu'il appellera Mémoire d'astronomie, et qui est un peu dans le même genre. Mais là où il a quelque chose de capital, c'est qu'il propose déjà un premier modèle qui n'est plus ptoléméen. Al-Tousi reprend une critique du système ptoléméen déjà formulée par Ibn al-Haytham. On observe dans le ciel des mouvements de va-et-vient que décrivent certains astres, et qu'il est impossible d'expliquer par de simples mouvements circulaires, si complexes que soit le modèle. Il prend un grand cercle, un cercle de rayon R sur 2, moitié, il fait rouler le premier sans glissement, à l'intérieur du premier, et chaque point du petit cercle qui roule a comme lieu géométrique un diamètre du grand cercle. Et il le démontre. Si bien que ça lui permet d'intégrer dans les modèles de Ptolémée un système de 2 sphères qui roulent l'une dans l'autre et qui donnent un mouvement alternatif. Et on en arrive à Ibn Shater qui est la fin 14e, et il prend des systèmes d'épicycles multiples. Et tout peut être calculé en termes de mouvements circulaires uniformes. Donc on peut faire une maquette de l'univers. Et d'une certaine façon, Ibn Shater en 1372 réalise bien mieux que Ptolémée lui-même le programme que Ptolémée avait donné au IIe siècle. D'une certaine façon, c'est la perfection du géocentrisme avec la physique ancienne où la Terre est au centre du monde et tout tourne de façon parfaitement uniforme autour d'elle avec des compositions de cercles où tous les mouvements sont centrés sur la Terre. Et ce qui est très intéressant dans le cas, c'est que si vous voulez, toute la géométrie de l'univers telle qu'elle a été faite par
Nasir ad-Din, Qutb ad-Din et Ibn Shatir est la géométrie de l'univers qui a été reprise par Copernic en 1543. La révolution de Copernic porte une date, 1543. Le Soleil devient alors le centre du modèle géométrique de l'univers. Copernic, bon, lui change l'origine et met le Soleil au centre de l'univers plutôt que la Terre. Mais il garde le mouvement circulaire uniforme, comme les anciens. Il garde le monde organisé en sphères, avec tout le mouvement circulaire uniforme qui reste indispensable. Mais il change l'origine. C'est la seule chose qui change par rapport à l'astronomie ancienne. Et il n'a pas changé la physique, si bien son univers n'est pas assez cohérent. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que toute sa géométrie de l'univers est exactement celle de l'école de Maragha. Et lorsqu'on prend tous ces modèles géométriques, tous ces modèles géométriques sont ceux d'Ibn Shatir, où il a changé l'origine, évidemment. Mais le changement d'origine accepté, tous les modèles sont ceux d'Ibn Shatir. Grâce à des mathématiques nouvelles dépassant l'héritage grec, les Arabes ont innové en portant Ptolémée jusqu'au plus haut point de contradiction avec lui-même. C'est par là qu'ils ont préparé la révolution copernicienne et frayé la voie à la renaissance scientifique de l'Europe.